Des étudiants congolais battus à New Delhi, à Kinshasa, la rue a réagi. Les nombreux magasins tenus par des Indiens sur l'avenue du commerce ont été fermés. Faut-il pour les parents d'envoyer les finalistes au maquis pour préparer l'examen d'État? La question reste posée. La drépanocytose est mal évitable. Antenne A, le journal John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Les derniers virages pour Kampala viennent-ils d'être amorcés ce jour? Tout porte à le croire. En tout cas, les deux parties aux négociations dont la capitale ougandaise ont battu les rappels des troupes pour ce qui ressemble au dernier round des négociations qui mettent en présence depuis plusieurs mois maintenant les délégués du gouvernement congolais et ceux du mouvement rebelle M23. Mercredi 19 juin, c'est aujourd'hui au quartier général de la MONUSCO, c'est le jour du point de presse hebdomadaire habituel. Le colonel Félix Bass a déclaré que le déploiement des casques bleus, donc de la brigade internationale, se poursuit sans entrave dans la partie orientale de la RDC. Le porte-parole militaire a également mentionné l'enthousiasme, l'accueil chaleureux réservé à ces hommes et pris du souci de contribuer pour l'avènement de la paix à l'est du pays. Actuellement, a poursuivi le colonel Bass, les soldats procèdent aux patrouilles d'imprégnation de terrain en même temps que se poursuit le déploiement. Les soldats seront soumis à l'étape de familiarisation. Ensuite, devra intervenir l'offensive qui consisterait à remplir les mandats confiés à ces soldats par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire traquer les forces négatives qui opèrent à l'est de la RDC. Bien parce que voilà, on y est, parce que nous parlions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons nous rendre à New York, aux Nations Unies, justement, les conseils d'administration conjoints du PNUD, UNFPA, UNOPS et UNICEF, c'est tenu du 3 au 4 juin 2013 à New York. Les vice-ministres congolais à la coopération international et régional, Dismas Mangwengu a donc conduit la délégation congolaise à ses assises et c'était aussi l'occasion indiquée pour faire un plaidoyer de la RDC auprès des bailleurs des fonds bi- et multilatéraux pour obtenir des ressources additionnelles afin de remplir les programmes quinquennales de coopération pour l'année 2013-2017. C'est un reportage de notre envoyé spécial à New York, Patricia Amouli. La République démocratique du Congo a pris part du 3 au 14 juin 2013 à New York à la première session annuelle du Conseil d'administration conjoint du PNUD, UNFPA et UNOPS et à celle de l'UNICEF. La délégation des experts congolais à l'ONU était conduite par le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu. Le gouvernement nous a une fois de plus chargés en vue de sensibiliser les responsables de ces agences pour un plaidoyer efficient auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de couvrir le gap de plus de 900 millions de dollars pour le cycle 2013-2017. Heureusement, nous avons été très bien reçus, nous avons été compris. Il va falloir, une fois rentrés au pays, que nous puissions expédier auprès de ces hauts fonctionnaires internationaux, n'est-ce pas, les différents projets dans les domaines prioritaires, l'énergie, l'agriculture, l'environnement et la gestion de la population, dans les recensements que le gouvernement compte organiser en 2014. Les interventions des agences EXCOM, à savoir le PNUD, l'UNFPA, l'UNOPS et l'UNICEF, sont toujours en appui aux efforts du gouvernement congolais, notamment dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la gouvernance. Ici est dénoté que la première session ordinaire du Conseil d'administration des agences EXCOM s'est déroulée en janvier 2013. Il
fallait s'y attendre un peu à la suite des brutalités subies par des étudiants congolais en Inde, dans l'état du Pendjab plus précisément. Eh bien, une sorte de réplique a été organisée aujourd'hui à Kinshasa, principalement sur l'avenue du Commerce, où beaucoup d'Indiens tiennent leur commerce. Des étudiants, des jeunes congolais sont donc montés au créneau pour interdire à ces commerçants indiens d'ouvrir leurs magasins. Eric Izami, du Zen Belebele, pour le reportage. Quand il y a un stimulus, la réaction finit par arriver. Les étudiants congolais ont été sérieusement tabassés à New Delhi, capitale de l'Inde. L'information a circulé et s'est propagée jusqu'à Kinshasa, terre de provenance de ces jeunes étudiants jetés ensuite en prison sans être jugés. Absent au pays, au nom du gouvernement, le vice-ministre des Affaires étrangères a réagi. Premièrement, c'est la libération immédiate et sans condition de tous les étudiants congolais. Au-delà de cette action diplomatique, sur le terrain, l'avenue de Commerce a été déserte au matin de mercredi 19 juin. À gauche comme à droite, le magasin en série, tenu par les sujets indiens, ont fermé parce que menacés par les Congolais à leur tour, du moins au niveau verbal. Les amis qu'on a tapés les d'autres côtés, ce sont des Congolais. C'est ainsi que d'autres Congolais veulent également revendiquer, de manière à ce que ces gens-là sentent aussi, qu'ils écoutent ce son de cloches pour qu'ils arrivent aussi à libérer certains Congolais qu'on a essayé un peu d'incarcérer là-bas. Un jeune étudiant ne s'explique pas comment les Congolais réputés hospitaliers peuvent subir une violence chez ceux qu'ils accueillent avec sourire à Kinshasa. Nos frères congolais qui sont en Inde, qui sont partis pour étudier légalement, ils ont acquis leur visa ici dans l'ambassade normalement. Ils ne sont pas dans l'irrégularité comme ils vivent ici chez nous, mais subitement, ils sont malmenés, marginalisés. Ingérés même de macaques. Entre-temps, nous, on les reçoit ici chez nous sans problème. C'est vrai, les Congolais avaient un prestige. Devenus Zaïrois, ce prestige s'était étendu au loin. Redevenu Congolais, ce prestige ne l'a pas quitté pour autant. Il peut encore produire des effets pour se faire respecter ici et ailleurs. Aux dernières nouvelles, l'ambassadeur de la RDC en Inde, M. Baloumouene, a demandé sur instruction du ministère congolais des Affaires étrangères la libération conditionnelle de tous les étudiants détenus en Inde à la suite de cette escalade de violence. Le vice-premier ministre en charge du budget, Mukoko Samba, séjourne au Katanga. Vous le savez, nous vous l'avions déjà annoncé il y a 2 jours. Eh bien, Mukoko Samba a effectué une visite au poste frontalier de Kasumbalesa, l'un des principaux postes d'entrée en RDC par la province du Katanga. Suivez ces images. Mardi 18 juin, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a pris la route en compagnie du gouverneur Moïse Katumbi pour parcourir 90 km en 1 heure. Il y a quelque temps, ces véhicules en perdaient 12 pour allier Lubumbashi à Kasumbalesa. À ce poste frontalier avec la Zambie, Daniel Mukoko Samba, sachant que le budget de l'État contient les recettes et les dépenses, était plus intéressé par le fonctionnement de cet investissement qui pourrait servir de modèle à d'autres postes d'entrée au pays. Quels sont les choix technologiques? Quels sont les choix des partenaires? Quelles sont les méthodes d'encadrement des services publics? C'est la combinaison de ces choix qui fait la différence entre une situation qui existe et qui ne nous donne pas satisfaction et une situation meilleure et que nous recherchons. Budget de l'État, outil de la justice et de la démocratie, suppose des réponses aux problèmes de développement. Voilà pourquoi le patron du budget s'est arrêté sur cette route en construction par le gouvernement provincial du Katanga qui va faire reculer la pauvreté dans ce village. Des initiatives qui méritent un appui du gouvernement central à travers des crédits d'investissement. Ce sont là des allocations qui consolident l'unité du pays et la cohésion nationale. À quelques mètres de là, c'est cet hôpital d'une capacité de 100 lits en construction pour donner à ces populations de soins de qualité. Voilà qui va crédibiliser le budget de l'État. Le montage de celui de 2014, tel que le veut le chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo, doit voir disparaître des lignes de gaspillage. Santé, eh bien, le 19 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, mieux connue sous l'appellation de anémie
SS. Les thèmes retenus pour cette année est lutter contre la drépanocytose, c'est dépister toute la maladie et faire la prévention. Les centres de référence en sont des outils efficaces. Patricia Bassois nous explique les contours de cette maladie peu connue ou plutôt mal connue du grand public, même si elle fait beaucoup de ravages aussi. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, qui est la protéine assurant le transport de l'oxygène dans le sang. Elle affecte plus particulièrement les populations de race noire. Ainsi, cette particularité explique que l'anémie SS est plus répandue sur le continent africain et est la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de personnes. La drépanocytose se traduit par différentes formes de crise. La première s'affiche par l'aggravation aiguë de l'anémie de base du patient, produisant une pâleur, tachycardie et la fatigue. Cette crise est déclenchée par le parvovirus B19 qui affecte la production de globules rouges. Dans ce cas, le patient a besoin d'une transfusion sanguine. La deuxième crise se traduit par l'agrandissement douloureux de la rate. L'abdomen gonfle et devient dur. La troisième est la crise hémolytique qui provoque la décomposition très accélérée des globules rouges. Toutes ces crises réunies, chacune peut déclencher une crise vaso-occlusive qui obstrue les capillaires et restreint le flux sanguin à un organe, résultant des douleurs articulaires aiguës. Ces douleurs peuvent être apaisées par la réhydratation du malade par voie intraveineuse ou par l'administration des anti-inflammatoires et du paracétamol. En bref, aujourd'hui, la drépanocytose n'est plus une fatalité. Une bonne hygiène de vie et une meilleure prise en charge des malades permet de rallonger la vie de ceux-ci. Il faudra signaler que selon les experts, il faut au minimum $1000 américains par an pour pouvoir donner les soins de santé ordinaires à un enfant drépanocytaire. Ce n'est peut-être pas forcément à la portée de toutes les bourses. Eh bien, la drépanocytose ou l'anémie SS est-elle une fatalité? La question, elle est lancinante, elle se pose toujours et toujours. Patricia Bassois a rencontré un ancien drépanocytaire, le pasteur James Madi, et avec qui elle s'est entretenue à ce sujet. Dans le mœurs congolaise, la drépanocytose, connue plus sous le nom d'anémie SS, est une fatalité. On donne très peu de chances de survie aux enfants drépanocytaires. Certaines personnes limitent même leur espérance de vie à 18 ans. Mais le pasteur James Madi, drépanocytaire homozygote, est un exemple parmi tant d'autres qui a défié tous les pronostics. Il a 58 ans, marié et père de 2 enfants. De se retrouver entre les mains avec un enfant qui, à la naissance, a semblé être normal, mais qui va poser des problèmes tout de suite. Peut-être à l'âge déjà de 2 ans, ça commence. C'est sur mon cas, selon ce que me disait ma mère, qui est déjà décédée, me racontait que tout a commencé à 2 ans. Ma vie, c'était donc une vie d'un maladif. Voilà. Même quand je commençais les études primaire, j'étais en première année primaire à l'âge de 4 ans. On me portait pour m'amener à l'école, tellement j'étais faible. Et puis on me reprenait aussi pour me ramener à la maison. J'avais constamment des fractures. Il suffisait de jouer un peu. Dès que je tombe, voilà, je me brise ceci, je me brise cela. Bref, j'ai vécu seulement dans la souffrance. Mais il savait que j'étais un faible. Voilà. Je ne sais pas si je peux parler comme ça, que je n'étais pas très résistant, j'avais un ventre un peu ballonné, et voilà. Donc, sauf mes parents qui le savaient, qui m'aimaient beaucoup, tout ce que je crois qu'il pouvait déjà préparer un cercueil, mais il l'avait pas fait, peut-être par amour, mais il savait que je mourrais. Les gens ne me donnaient pas la chance de vivre. Tous ceux qui ont appris par la suite que j'étais drépanocytaire savaient que bon, je ne tiendrais pas, j'allais certainement mourir. La seule chose que j'avais qui était encourageant, c'était que ma tête fonctionnait un peu bien. Ça signifie qu'à l'école,
généralement, j'étais toujours premier de la classe à l'école primaire. Et en ce moment-là, j'ai dit que je n'allais pas me marier parce que ça ne servait à rien de se marier pour laisser la fille autrui veuve un jour ou deux après. Et puis, je suis resté jusqu'en 1986 et j'ai vu que je ne mourrais pas. J'ai dit, comme je ne meurs pas, alors que j'essaye alors les conséquences de cette maladie et comment ça pouvait fonctionner et tout. Et puis, je me suis arrêté. Maintenant, ils m'ont regardé. Elle m'a dit, je suis d'accord que tu m'épouses. Et j'aimerais d'abord te dire d'emblée que dans tous ces cimetières ici, il n'y a pas que des SS qui sont enterrés. Comme quoi, la médecine n'est pas une science exacte. Chaque corps humain réagit à sa manière face à la maladie. Et avec l'évolution de la science, l'espérance de vie de malades drépanocytaires augmente. La plus vieille drépanocytaire du monde est morte en Asie à l'âge de 73 ans. N'empêche, faites toujours les tests d'électrophoreuse à temps. Et avant de vous marier, ça peut éviter des drames familiaux. Bien, parce que nous sommes en santé, l'hydroquinone est une substance qui est utilisée malheureusement à tort et à travers chez nous, en République démocratique du Congo, en Afrique aussi, pour éclaircir la peau, alors que au départ, ce n'est pas l'usage indiqué pour ces produits, qui est d'ailleurs même prohibé du marché des produits cosmétiques. Mais le Congo fait une fois de plus exception à la règle. Reportage de Gloria Chibola, Jenny Tamboué et Duzen Belebele. La substance corticoïde à base de synthèse appelée hydroquinone est un produit cortisol, fabriqué au laboratoire. En médecine, ce produit est utilisé pour les traitements de plusieurs maladies, entre autres inflammation des yeux, le rhumatisme et autres. Malheureusement, beaucoup des personnes à Kinshasa comme ailleurs se sont dérogées de cette utilisation reconnue par la médecine. D'une manière générale, hommes, femmes, jeunes et vieux utilisent abusivement ce produit, même pour éclaircir leur peau. Dans ce cas, les conséquences sont incalculables comme l'indique le médecin. L'atrophie de la peau. Dans un premier temps, vous avez l'impression que vous avez une peau que vous appelez sembe-sembe. Elle est fine, elle est souple, elle est belle. Mais non, c'est l'effet de l'atrophie de la peau qui vous donne cet aspect. Ça vous trompe. Et à la longue, cette peau atrophique va se faner et va vous donner l'aspect d'une vieille dame. D'une part, sur la même peau, vous allez avoir un excès de poils. Ceux qui approuvent les propos du docteur Guéringbo prodiguent à leur tour quelques conseils. Pour les garçons qui appliquent beaucoup les produits cosmétiques, qui obtiennent de l'hydroquinone, j'aimerais bien les déconseiller. Parce qu'il y a des produits que l'on a fabriqués uniquement pour les garçons qui ne contiennent pas l'hydroquinone. Parce que nul n'ignore que l'hydroquinone détruit les peaux. Toutefois, il suffirait de circuler dans la ville en faisant un peu plus attention sur les visages des uns et des autres pour vous rendre compte des méfaits de l'utilisation abusive ou de la contre-indication des produits à base d'hydroquinone. Comment s'approprier les rapports nationaux et des recommandations des Maputo sur la conférence internationale sur la population et le développement au-delà de 2014. C'est autour de cette question que se sont rassemblés de participants à un atelier organisé par les ministères du Plan dont l'ouverture a eu lieu ce jour à l'hôtel Sultani. C'est un reportage de Willy Kacha. C'est pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement tenu en Égypte en 1994 que cet atelier organisé ce mercredi 19 juin par le ministère du Plan en collaboration avec les Fonds des Nations Unies pour la population a eu lieu. Selon les intervenants, les résultats de cette évaluation montrent qu'il reste beaucoup de défis à relever pour l'atteinte des objectifs de la CIPD en RDC. Il s'agit notamment de la faible autonomisation de la femme, la précocité de mariage, la forte fécondité des adolescentes, la faible utilisation de la contraception, la forte exposition au VIH ainsi que la prévalence élevée du VIH, l'inaccessibilité géographique et financière aux soins de santé de la reproduction. C'est que
Nous avons fait des avancées, mais ces avancées sont encore timides. Nous aurions dû faire plus par rapport aux questions des populations pour au